Bonjour à tous. Donc nous allons commencer cette table ronde sur attentats et émotions collectives. Alors quand on a préparé avec le théâtre et l'université ces rencontres Michel Foucault autour de la mécanique des émotions, autour des émotions collectives, il m'a paru assez incontournable d'aborder cette question des attentats comme une question d'actualité à la fois brûlante et en même temps qui touche beaucoup à la question des émotions. Les émotions, évidemment, suite dans le feu si je puis dire, des événements, mais aussi par rapport à toute la traîne qui se découle derrière. La semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière que s'est clos le procès, le 10 Mera, qui a encore démontré à quel point les émotions sont encore bien là, malgré là, on est sur 5 ans plus tard à peu près. Alors Jérôme Truc pourra revenir sur d'autres attentats plus anciens encore, comme le 11 septembre, mais où l'émotion finalement tarde à disparaître ou à s'estomper. Et donc voilà, donc cette question des émotions et ces événements dramatiques, ce lien-là me paraissait vraiment important qu'on en parle, qu'on l'examine, qu'on le comprenne. Donc pour ça, j'ai invité trois personnes qui sont autour de moi. Donc Jérôme Truc, qui est à ma droite, qui est sociologue et qui a fait un livre qui est sorti tout début 2016, dans mon souvenir. Donc dans la chronologie, juste après les attentats de novembre 2015. Donc ces attentats-là sont juste mentionnés en postface, peut-être, hein, dans mon souvenir. Voilà. Donc voilà, et cet ouvrage s'appelle Sidération. Donc c'est un des. Alors, est-ce que c'est une émotion? Est-ce que ça a à voir avec les émotions, la sidération, l'effroi, l'incompréhension, la colère, etc. Donc il y a tous ces mots-là. Donc je le laisserai un petit peu expliquer comment il travaille et comment il a construit ce travail-là pour aller justement examiner ce qui est du registre de l'émotion et donc de la réaction par rapport à, y compris nous-mêmes qui n'avons pas ni été témoins ni victimes directes ou indirectes des attentats, et pourtant on ressent très fortement ce genre d'événement pour soi-même. Guillaume Naon, qui est à sa droite, et donc qui est conservateur aux Archives de Paris, directeur des Archives de Paris, et le travail qu'il a mené avec ses équipes sur la collecte, et c'est ça qui me paraissait aussi très intéressant. Alors on parlera peut-être aussi de la transmission de cette collecte-là par rapport au travail des archives. Donc la collecte des traces, des documents produits, laissés dans la rue, exposés, et c'est ça qui m'intéressait moi, c'est à la fois comment on conserve la trace de ces émotions-là, mais comment aussi le travail de collecte, d'archivage, finalement, est aussi plein d'émotions, puisqu'on se retrouve face à des documents un peu inattendus ou plein d'émotions, plein de force. Voilà. Et puis Benoît Falaise, qui est donc à ma gauche, est donc historien, inspecteur général de l'Éducation nationale, et qui depuis longtemps s'est intéressé aux questions, alors qu'on a appelé les questions vives ou les questions sensibles selon les temps. Enfin, c'est un peu la même chose de toute façon en éducation. Et ce qui m'intéressait en l'invitant aussi, c'est de voir comment l'émotion s'est retrouvée dans les classes, avec les enfants, l'émotion des enfants eux-mêmes, évidemment, qui pouvaient s'exprimer. Je pourrais faire référence tout à l'heure à un web documentaire qu'on a fait avec à Canopé qui s'appelle Après, qui est, alors je ne sais pas si la connexion Internet me permettra de le montrer, où on a interrogé des enseignants qui ont raconté leur week-end, justement, entre le vendredi soir du 13 novembre et le lundi matin, qui devait être le 16 ou le 15 matin, et ce qu'ils ont fait entre la nuit des attentats et le lundi où il fallait refaire classe, où la question de l'émotion des enfants a aussi à voir avec l'émotion des adultes, des enseignants, des encadrants. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment est-ce qu'on l'oublie? Ou est-ce qu'on fait comme si? Ou est-ce qu'on travaille, on l'exprime très clairement et dans ces collectifs de classe. Donc je vais laisser immédiatement. Donc la règle du jeu là, de ce matin, c'est je vais laisser ces trois invités exposer ce pourquoi je les ai invités. Et puis ensuite, il y aura un débat entre eux, avec vous, entre nous, sur tout ce qui aura été raconté. Très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être là. Donc, comme vous le disiez, Régis, je suis donc Jérôme Truc, je suis sociologue
au CNRS. Et il se trouve que donc, mon domaine de spécialité, c'est l'étude des réactions aux attentats. C'est un sujet sur lequel je travaille en fait depuis une dizaine d'années. Je suis un jeune chercheur en sciences sociales, j'ai fait ma thèse sur cette question-là. J'avais travaillé au départ, et c'est la matière première donc, de mon livre « Sidération au pluriel, une sociologie des attentats », sur les réactions des Européens aux attentats du 11 septembre 2001, donc il y a plus de 15 ans maintenant, du 11 mars 2004 à Madrid, qui reste l'attentat qui a fait le plus de morts sur le territoire européen, c'est 191 morts, ça surclasse le 13 novembre, et l'attentat du 7 juillet 2005 à Londres, il y en a eu d'autres à Londres depuis malheureusement, mais ça reste aussi celui qui a fait le plus de morts à Londres, plus de 50 personnes. Et donc voilà, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 10 ans, et la thèse donc, portant sur ces événements-là, je l'ai soutenue 6 mois avant les attentats de Charlie Hebdo. À l'époque, j'enseignais les sciences économiques et sociales au lycée, donc au moment de l'attentat de Charlie Hebdo, et juste après avoir soutenu ma thèse. Donc j'ai aussi cette expérience d'avoir vécu la réaction à un attentat comme celui de Charlie Hebdo dans un établissement scolaire en banlieue parisienne. Et ensuite, donc, depuis, je suis rentré au CNRS et j'ai continué donc, mon travail sur les attentats qui ont eu lieu en France depuis, c'est-à-dire à la fois le 13 novembre, dont je vais vous parler essentiellement aujourd'hui, mais aussi l'attentat de Nice, par exemple, et d'autres, puisqu'en fait, cette recherche que j'ai au départ menée seul, maintenant prend une dimension collective. J'ai tout un collectif avec moi de collègues, de jeunes chercheurs qui travaillent sur ces autres terrains. Là, par exemple, on travaille sur les commémorations des attentats, le 2e anniversaire du 13 novembre, et comme je l'expliquais à Guillaume Naon dans le train, donc la semaine prochaine, on va être sur le terrain autour des commémorations sur les lieux des attentats, place de la République, avec une vingtaine de personnes, en fait, à la fois des collègues et des étudiants et des jeunes chercheurs, des doctorants. Et la recherche aussi s'internationalise, hein, puisque vu ce qui a pu se passer depuis en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans d'autres pays européens, il y a un collectif de chercheurs aussi autour de ces questions qui se développe. Alors qu'est-ce que faire une sociologie des attentats et une sociologie des émotions qui s'expriment en réaction aux attentats? C'est tout simplement aller au-delà de ce qui peut paraître une évidence. Bien souvent, le travail sociologique consiste en ça. C'est d'ailleurs pour ça que bien souvent la sociologie est questionnée, interrogée, en quoi est-ce que c'est une science, à quoi ça sert. C'est-à-dire que ça peut paraître très évident qu'un attentat ça choque, qu'un attentat ça nous concerne, qu'un attentat suscite des émotions. Et donc on peut assez légitimement se dire à quoi bon chercher là-dessus, qu'est-ce qu'il y a à explorer, quel intérêt. Je le dis au début de mon livre, en fait, la question très naïve et peut-être un peu choquante sur un plan moral que je pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'un attentat nous concerne? Quand on n'est pas directement rescapé, affecté, endeuillé, qu'on ne connaît pas directement quelqu'un qui est tué, qu'est-ce qui fait qu'on se sent concerné? Ce qui suppose d'admettre aussi que certains dans la société dans laquelle on vit et qui est frappé par un attentat le sont moins que nous. En fait, au fond du compte, on le sait bien, mais c'est souvent assez dérangeant de l'admettre, c'est que quand on a été très, très choqué, très concerné par l'attentat de Charlie Hebdo, par exemple, ou celui du 13 novembre, d'admettre que dans notre société, tout le monde ne l'a pas été autant que nous. Et donc pour creuser cette question-là, en sociologue, un impératif pour le sociologue, c'est le détour par l'enquête empirique. Et donc moi, pour comprendre ce qu'il y a derrière, donc nos sidérations au pluriel, c'est pour ça que le titre du livre est au pluriel, pour aussi aller à l'encontre d'un discours psychologique qui consisterait à généraliser le fait qu'on est tous sidérés, que ça renvoie avant tout à un phénomène psychologique, ce que je ne nie pas. Mais moi, ce que je cherche à comprendre, c'est quels sont les ressorts socio-affectifs, si vous voulez, qui sont derrière, qui font qu'on a une pluralité de sidérations. Et donc, mon propos a été d'aller voir ça. Vous voyez, le contenu de ces mémoriaux populaires qui se constituent de plus en plus fréquemment à la suite d'un attentat. Là, c'est Place de la République, vous voyez, en novembre 2015, quelques jours après l'attentat. Là, c'est près du Bataclan, le week-end qui suit, le 14-15 novembre. Vous voyez qu'il y a des fleurs, il y a des bougies, des objets qui sont déposés, mais aussi tout plein de messages. Et vous voyez tout de suite qu'il y a des messages courts, on le voit écrit en gros, je suis un être humain, et d'autres qu'on n'arrive pas à lire là parce qu'il y a plus de choses écrites, c'est une écriture plus petite. Et il se trouve que, donc là, vous voyez, c'est des photos prises à Paris après le 13 novembre, prises par moi en l'occurrence. Là, c'est devant la belle équipe. Bon. Tous ces messages-là, vous allez on va avoir l'occasion d'en reparler parce qu'ils ont été archivés aujourd'hui, donc ils font partie d'un fonds aux archives de Paris. Mais donc là, ce que l'on voit à Paris renvoie directement à des choses qui ont pu se voir avant. Là, vous voyez, c'est Madrid, la guerre d'Atocha, considérée comme l'épicentre de l'attentat du 11 mars 2004, qui a été comme ça, de la même manière, envahi de messages, de bougies, de fleurs, pendant plus de 3 mois après l'attentat du 11 mars 2004. Et là aussi, tous ces messages-là ont été archivés, et ça constitue l'une des matières premières de mon livre, Sidération, du travail que j'avais pu faire.
Pareil, vous voyez là à Londres, après l'attentat du 7 juillet 2005, la gare de King Cross, pareil, vous voyez des drapeaux, des bougies, des fleurs, tout plein de messages qui ont été archivés aux archives municipales de Londres. Et puis évidemment, si on remonte donc le 11 septembre, quelques aperçus de photos prises par une anthropologue, directrice d'études à l'EHESS, qui a consacré un livre à ces écrits de septembre, comme elle les appelle, tous ces écrits qui ont envahi la ville de New York et qui ont été archivés par diverses institutions, parce qu'il y en avait tellement en fait que là, faire une collecte exhaustive et par une seule institution était très compliqué. Et donc, il y a à la fois un musée de la ville de New York, le mémorial du 11 septembre qui a récupéré les collections aujourd'hui. Et donc, vous voyez, voilà un zoom là que je vous ai mis sur une grande bannière avec, vous voyez, un nombre innombrable de messages qui se chevauchent les uns sur les autres. Et cette bannière là, donc prise en photo par Béatrice Frankel en septembre 2001, qui rappelle directement une autre bannière. Là, le gros plan est un petit peu plus important, c'est moi qui l'ai fait, sur une autre bannière qui avait été affichée en face du Petit Cambodge à Paris après le 13 novembre et qui est aujourd'hui aux archives de Paris. Vous voyez, vraiment même type de choses. Et donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un travail à la fois quantitatif et qualitatif qui consiste à prendre au sérieux ce que les gens expriment, disent dans ces moments-là. Jusqu'à présent, en sciences sociales, on se méfiait des émotions. Et donc, comme je vous le disais, cette idée qu'il y a un attentat, les gens sont émus, expriment quelque chose, ça va de soi. Pourquoi est-ce qu'on irait plus loin? C'est aussi un point de vue qui a longtemps prévalu en sciences sociales. La plupart des recherches sur les phénomènes terroristes jusqu'à il y a encore moins d'une dizaine d'années portaient avant tout, quand il y avait un attentat, donc sur les responsables, les acteurs, les auteurs terroristes, les organisations terroristes, qui y a derrière tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on se radicalise, qu'est-ce qui fait qu'il y a un passage à l'acte, et puis sur les réponses politiques, les mesures antiterroristes, les politiques antiterroristes, est-ce qu'elles sont suffisantes, est-ce qu'elles sont liberticides, est-ce qu'il faut les revoir. Bon. Le fait de considérer qu'il y a un sujet par rapport à la façon dont réagissent la société, les individus ordinaires, si vous voulez, et donc un intérêt à aller voir ce que les gens écrivent dans ces moments-là, aller au-delà de l'idée que oui, ils expriment juste de l'émotion, c'est de la condoléance, ça sera des formes multiples, on n'apprendra rien, c'est quelque chose d'assez récent. Et donc, c'est ce que je fais dans mon livre, qui est assez épais pour cette collection aux presses universitaires de France, parce que justement, j'ai voulu citer beaucoup de messages, c'est pour donner à voir ce que les gens expriment et la pluralité de ce qui peut s'exprimer. Et donc, vous voyez, ma démarche est la suivante, c'est que j'ai cherché à comprendre donc en sociologue ce qu'il y a au principe de l'émotion en général, ou des émotions qui s'expriment dans ces circonstances-là, et j'ai forgé donc la notion de concernement. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent concerné? Et finalement, il y a deux grands ressorts qui ressortent de mon travail sur ces, alors du coup, dizaines, centaines de milliers de messages que j'ai analysés, à la fois par un traitement statistique et puis ensuite en y revenant de manière plus qualitative. Deux grands ressorts. L'essence du nous, et je le dis au pluriel, il y a l'essence du nous, c'est-à-dire qu'on réagit par l'entremise d'un collectif, on se sent concerné en tant qu'on appartient à un nous, et puis des sens du jeu aussi, on se sent concerné à titre personnel. D'où l'opposition entre deux grands types de messages, des messages impersonnels, où donc le scripteur, l'auteur du message, si vous voulez, se fond dans un collectif, et des messages beaucoup plus personnels qui prennent la forme de récits de soi, qui peuvent être très très longs. Après le 11 septembre, par exemple, j'ai le cas extrême d'un Français qui écrit un message, une lettre qui fait 15 pages, si vous voulez. Donc des fois des messages d'une simple phrase et d'autres 15 pages. Et puis ensuite, donc aussi, je vais vous donner des exemples tout de suite, quand on a des messages impersonnels, où la personne met en avant un sens du nous, ce nous peut être de différents types. On a bien souvent l'idée, c'est, je dirais, le degré zéro du point de vue sociologique sur la réaction à un attentat, que le seul et unique nous qui est mis en jeu par ces réactions, c'est le nous national. C'est le sens de la commune appartenance à la nation. La France est attaquée, en tant que citoyen français, évidemment, je me sens concerné. Sauf que l'on sait bien une fois encore que tous les citoyens français ne se sentent pas tous aussi intensément concernés par un attentat. Et donc, ce que nous montrent aussi ces messages que écrivent les citoyens, c'est qu'en fait, il y a une pluralité de sens du nous qui sont mis en jeu selon les individus. Alors, ils ne sont pas en nombre infini non plus, mais il y en a une pluralité, je vais vous en donner quelques exemples. Et donc, ces deux grands ressorts, ces deux grandes dimensions, si vous voulez, renvoient à ça, une plus ou moins grande proximité par rapport à l'événement et à ses victimes. Alors, quelques exemples rapidement, donc issus du fonds collecté par les archives de Paris de messages après le 13 novembre. Je commence par le plus évident, les messages impersonnels à un niveau national. Vous n'avez pas de jeu mis en avant, vous voyez, Paris, lumière du monde, vive la France, là c'est écrit aussi vive la France, un drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis là, donc, vous voyez, probablement un Russe qui témoigne de la solidarité de son pays, la Russie avec la France, ils ne nous auront pas. Oui. C'est ça des messages impersonnels, il n'y a pas de jeu, et on se situe directement à l'échelle d'un collectif qui est la nation, soit donc, la Russie quand on est russe, soit la France quand on est français.
Et ça, bon, vous n'aurez pas le temps de les lire là en détail, c'est à l'inverse, l'autre extrême, les messages personnels qui prennent la forme de récits. On écrit aux victimes comme on écrirait à des amis, en gros. Ça commence par « je ne vous connaissais pas, mais j'ai une collègue de ma fille qui a perdu un ami ». Bon. Et on justifie du coup ce qui fait qu'on s'adresse aux victimes sur ce mode-là, en essayant de montrer ce qui nous rend proches à différents degrés d'elles, puisque ce sont des messages adressés aux victimes. Donc vous voyez des messages très longs. Et là, en plus, vous voyez que la première page, mais souvent il y a un recto et un verso. J'en viens maintenant aux différents sens du « nous » qui peuvent être engagés, qui font qu'on se sent ému et en droit d'exprimer cette émotion. On a vu donc qu'il y avait le « nous » national, c'est évident, il est très massif, mais on a aussi le « nous » parisien, dans les réactions du 13 novembre, comme pour Madrid et Londres ou New York, je l'explique dans mon livre, après Madrid ou Londres, la réaction à l'échelle de ces villes-là est plus importante que la réaction à l'échelle des pays frappés. Il y a plus de gens qui réagissent en tant que madrilènes ou en tant qu'ils connaissent Madrid qu'en tant qu'espagnols, explicitement, si vous voulez, et pareil pour Londres. Là, pour Paris, donc, vous voyez des messages de cette nature-là, où il n'y a pas de bleu, blanc, rouge, pas de référence à la France, mais Pray for Paris. Ici, c'est Paris, la référence, vous voyez, là, c'est un jeune qui fait référence au slogan du PSG. Et puis, vous voyez des références comme ça, Paris, paix, amour, respect, invincible, solidarité. Et puis des gens qui signent en tant que parisiennes, justement, pas en leur nom, mais parisienne, vous voyez, la parisienne est maman. Il y a ensuite, à une échelle encore plus fine, un « nous », vous voyez, habitants du quartier. Des réactions à une échelle très locale, des gens qui réagissent en tant qu'ils connaissent ou qu'ils habitent dans le 11e arrondissement ou qui sont habitués des lieux qui ont été frappés. Vous voyez, signature, une habituée, Marie, une voisine. Là, entre parenthèses, de la part d'un Australien parisien depuis 20 ans et votre voisin. Et à nos voisins de quartier, etc. Un autre nous mis en jeu, donc, nous national, nous parisien, nous local. Il y a aussi ce que j'appelle des nous de conditions, des communautés de conditions, c'est-à-dire là, concrètement, après le 13 novembre, le nous public de concert, le nous grande famille de la musique. Donc vous voyez, là, les gens qui réagissent en tant qu'ils connaissent le Bataclan, qui vont à des concerts, la grande famille du rock'n'roll, une grande pensée pour tous les amoureux de la musique, comme on avait après Madrid et Londres, des gens qui réagissaient en tant qu'usagers des transports en commun. Madrid-Londres, c'est des bombes qui explosent dans les trains de banlieue, dans des métros, dans des bus, et les gens réagissent donc en tant qu'ils prennent ces transports en commun tous les matins, et que du coup ils se sentent appartenir soudainement à une même communauté, ce qui n'est pas forcément évident au quotidien, comme on n'a pas forcément quotidiennement le sentiment quand on va à des concerts, qu'on est habitué d'aller à des concerts, d'appartenir à un nous qui serait un nous public des concerts. On a évidemment aussi des gens, après le 13 novembre, qui réagissent en tant que musulmans. Vous en avez là 3 exemples. Je le mets là aussi pour signaler, il y a eu tout ce débat après le 13 novembre, est-ce qu'il y a ou pas une communauté musulmane, est-ce que les musulmans doivent se désolidariser de ceux qui commettent ces crimes en leur nom. Il faut aussi, je pense, en tant que sociologue, moi, mon travail m'incline à penser aussi qu'il faut concevoir cette communauté musulmane aussi comme une communauté de conditions, qui fait sens dans la réaction à l'événement. Des gens sont musulmans, et comme d'autres vont à des concerts de musique, si vous voulez, et pas pour autant se sentir appartenir à une communauté. Par contre, ce sentiment d'appartenir à une communauté des musulmans peut faire sens dans la réaction à l'événement. Et puis enfin, on a un nous humain aussi, qu'il ne faut pas négliger, un nous cosmopolitique, des gens qui écrivent, vous voyez, ce genre de message impersonnel, « Vive l'humanité »,« Je suis humain », ou qui signent de cette manière-là, vous voyez, Noël. Donc c'est pas singulier, on a juste un prénom, on n'a pas le nom de famille. À l'inverse, les gens qui livrent un message très personnel, une lettre, souvent signent en donnant leur nom, leur prénom, voire leur adresse même. Là, donc quelqu'un qui signe Noël, un simple humain qui pleure ces événements. Ou quelqu'un qui signe tout simplement citoyenne du monde, dans cette dimension aussi cosmopolitique, où c'est une manière de dire que ce qui est en jeu dans la réaction à cet attentat-là, c'est pas le fait qu'on est français, qu'on est parisien, ou ce qu'on est peut-être d'ailleurs, mais c'est le fait qu'on est être humain, qu'on est habitant du monde, ce qui va avec le fait qu'on a de manière très massive dans ces messages-là des appels à la paix, la valeur souvent la plus invoquée. On a des libertés, égalité, fraternité, évidemment, mais on a aussi encore plus massivement, et c'est vrai après Madrid, c'est vrai après Londres, c'est vrai après les attentats de Paris aussi, l'invocation de la paix. Je vous en ai mis tout plein d'exemples parce qu'ils sont innombrables. Donc vous voyez des messages impersonnels qui se situent à ce niveau-là très universel. Je pleure pour les victimes et la paix, nous allons faire une guerre de paix, etc., etc. La paix, plus de guerre, mais la paix, etc. Vous voyez, les messages sont assez innombrables. Pardon. Donc voilà, ce que je vous ai présenté là, c'est ce que vous pouvez retrouver dans mon livre « Sidération de sociologie des attentats », c'est-à-dire en fait donc, une sociologie des ressorts socio-affectifs derrière, alors ce qui constitue la réaction majoritaire de réaction d'attentat, c'est-à-dire le fait de se sentir concerné, en deuil, de compatir au sort des victimes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres
types de réactions affectives aux attentats, hein. Il n'y a pas que la compassion, il n'y a pas que le concernement, il y a aussi la colère, il y a aussi la haine qui peut s'exprimer à l'encontre des terroristes ou des dirigeants politiques, hein. Après les attentats de Nice, par exemple, c'est quelque chose qui ressort beaucoup, hein. Comment est-ce qu'un attentat est encore possible sur notre territoire après le 13 novembre, en plus un 14 juillet, donc avec beaucoup de haine, de colère qui s'expriment dans ce type de messages-là, qui ont pu aussi être, sur lesquels qui ont pu être collectés, sur lesquels je travaille aussi. Il y a d'autres donc émotions qui s'expriment, il y a aussi des formes de joie, de satisfaction, évidemment. Donc tout ça pour vous dire que en fait, le travail de recherche collective dont je vous parlais explore ces autres terrains-là. Donc dans le cadre de ce projet que je dirige, qui s'appelle le projet REAT, Réaction sociale aux attentats, hein, c'est l'acronyme de Réaction sociale aux attentats, qui a été financé par le CNRS à partir de début 2016, et donc qui continue, avec, donc je vous les ai mis là, hein, différents chantiers pour que vous compreniez rapidement dans différentes directions dans lesquelles on travaille. On explore donc évidemment tous ces messages qui ont été collectés sur des mémoriaux populaires par différentes archives, les archives de la ville de Paris, Guillaume Naon va vous en parler, et puis d'autres types d'archives, vous les voyez là. Et puis on a d'autres donc terrains, au-delà de ces messages que je vous ai montrés là à l'instant et qui ont été archivés, deux grands autres types de terrains pour explorer ces autres émotions qui peuvent s'exprimer en réaction aux attentats, les réseaux sociaux, qui n'existaient pas à l'époque des attentats sur lesquels j'ai travaillé précédemment, le 11 septembre, Madrid, Londres. Les réseaux sociaux, ça apparaît après, en 2007-2008. Et on peut faire l'hypothèse que sur Twitter, Facebook, peuvent s'exprimer d'autres choses comme de la joie et pas que de la compassion. Et donc c'est pour cette raison-là que je développe ce travail avec le service du dépôt légal du web de l'INA, qui archivait le plus possible les réactions sur les réseaux sociaux au moment des attentats. Et puis des enquêtes donc aussi ethnographiques, donc c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on discute avec les gens de manière informelle, on observe ce qui se passe, etc. On l'a beaucoup fait dans les quartiers frappés, autour des mémoriaux constitués, place de la République, autour du Bataclan, tant que les mémoriaux étaient en place. On continue à le faire, comme je vous le disais, au moment des commémorations. On y est retourné pour les 1 an du 13 novembre, on va y être la semaine prochaine. Et puis aussi une enquête que je réalise avec mon collègue Fabien Truong en banlieue parisienne, à Grigny. Pourquoi Grigny? Parce qu'il se trouve que Amédi Koulibaly était originaire donc le tueur l'hypercachère était originaire de cette ville-là, et qu'un collectif de citoyens du coup s'était créé en réaction à l'attentat de janvier 2015 pour montrer que dans ce ghetto que certains avaient désigné comme étant un repère à terroristes, il y avait aussi des gens qui étaient dans la compassion avec les victimes. On est allé travailler auprès d'eux et on s'est rendu compte que là, il y avait un terrain pour saisir de manière plus profonde des émotions qui n'accèdent pas jusque des types de réactions assez ambivalentes et qui n'accèdent pas forcément, qu'on ne peut pas saisir autrement, en fait, hein, qui ne sont pas exprimées sur les réseaux sociaux ou qui ne sont pas exprimées place de la République, par exemple. Et donc, c'est une enquête qui continue encore jusqu'à aujourd'hui en profondeur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et juste pour prolonger, donc l'enquête a donné lieu pour Fabien Truong à un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Loyauté radicale. Je passe immédiatement la parole à Guillaume Naon, peut-être qu'il va nous expliquer justement le travail qu'il a fait sur les documents qu'on vient de voir assez rapidement. Écoutez, merci. Merci encore pour cette invitation. Bonjour à tous. En fait, ce que je vais vous dire suit de très près ce que vient de vous dire Jérôme, pour la bonne raison que le travail qui a été mené aux archives de Paris sur la collecte, le traitement, la communication, la transmission de ces documents a été en quelque sorte initié par Jérôme, puisque dès le 16 novembre 2015, donc le lundi qui suivait les attentats, il a envoyé un mail à la mairie de Paris, à une élue de la mairie de Paris en charge de l'éducation, de l'enseignement supérieur, pour attirer son attention sur les mémoriaux qui naissaient, qui apparaissaient sur les lieux des attentats et sur la place de la République, et sur la nécessité de réagir assez vite pour, d'une certaine façon, trouver des solutions pour préserver la trace de ces mémoriaux. Donc, aux archives, on n'a même pas eu le temps de se poser la question de savoir ce qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. On était tout de suite aiguillonné, c'est assez rare, par un chercheur, évidemment, spécialiste de ce sujet-là, et qui lui-même avait pu constater qu'on n'avait pas fait un travail équivalent après les attentats de Charlie Hebdo à Paris, pour des tas de raisons. La sidération était telle que je pense que la question des archives ne s'est pas posée tout de suite, enfin en tous les cas pas à Paris, puisqu'elle a été posée dans des villes comme Toulouse ou Rennes ou Saint-Étienne. Mais à Paris, ça n'a pas été le cas, donc il n'y a pas eu de collecte systématique de ces matériaux. Donc voilà, donc on a très vite, on s'est interrogé sur la façon dont on pouvait préserver ces traces,
avec une difficulté majeure qui était que ces documents, ces matériaux étaient en cours de constitution. Les mémoriaux venaient à peine d'être créés et continuaient de se développer au jour le jour. Et les Parisiens, les touristes à Paris, les gens de passage à Paris continuaient quotidiennement pendant plusieurs semaines et pendant plusieurs mois à exprimer leurs émotions, parce que là, je pense que c'est vraiment le cœur le cœur du sujet, et continuer à déposer ce que moi j'ai appelé des hommages aux victimes des attentats. C'est peut-être pas le bon mot, mais en tous les cas, c'est celui qui nous a paru être le terme générique le plus proche de cette réalité. Donc, comment préserver des documents dont certains n'existaient pas encore, et pourquoi les retirer des lieux où les gens les avaient déposés dans un geste de compassion, de solidarité, d'expression, d'émotion éphémère, hein, puisque ces mémoriaux par définition étaient éphémères. Ces documents étaient considérés par les personnes même qu'ils avaient déposés comme éphémères et comme a priori pas nécessairement destinés à être conservés de façon durable. Voilà, donc il a fallu concilier ces objectifs pas toujours, relativement contradictoires. La première solution qu'on a trouvée, elle a été simple, ça a été la photographie. Donc on a, dès la semaine suivante, enfin dès le jeudi suivant, on a commencé à couvrir l'ensemble des lieux des attentats et la place de la République par des reportages photographiques systématiques, avec des vues d'ensemble, mais aussi avec des vues de détail de chaque document. Et ça, on l'a fait à intervalles réguliers, toutes les 2-3 semaines, etc. Et puis ensuite, c'est poser la question du devenir des mémoriaux qui allaient nécessairement disparaître, notamment à l'occasion de la réouverture des établissements touchés par les attentats. Le premier établissement qui a rouvert, c'est la Bonne Bière, hein, rue de la Fontaine-au-Roi, qui a rouvert le 3 décembre. Et là, il fallait rouvrir la terrasse, il y avait des travaux qui avaient été faits, et il fallait non pas supprimer le mémorial, mais le déplacer, hein, pour permettre au café d'ouvrir et permettre à la terrasse d'être installée. Et donc là, en fait, on a inventé une méthode tout à fait empirique en lien avec les services de la mairie du 11e arrondissement, les services de la propreté de Paris, les éboueurs, et on a mis en place une technique qui consistait en fait à entretenir les mémoriaux. L'objectif premier, c'était pas de les supprimer, mais c'était de les entretenir, un petit peu comme on entretient une tombe dans un cimetière, hein, pour être clair. Et donc, on intervenait sur les lieux avec les éboueurs pour retirer les fleurs fanées, retirer les bougies consumées et prélever, ça c'était donc le sens du travail des archivistes, prélever les documents qui étaient en danger, qu'on considérait comme en danger, puisque déjà abîmés par la pluie ou recouverts par des bouquets de fleurs, etc. Et donc, progressivement, on est intervenu comme ça entre 2 et 5 fois par site. On prélevait des documents et on en laissait un certain nombre dont on considérait qu'ils pouvaient encore résister aux intempéries, notamment parce qu'ils avaient été plastifiés, par exemple, ou pour différentes raisons. Il y a pas mal d'objets, des peluches, des choses comme ça. Et l'idée, c'était à la fois donc de préserver cette mémoire, toujours avec la photographie, on continuait à faire ça, prélever les documents originaux d'une façon systématique, sans aucune sélection, autre que la sélection naturelle, si j'ose dire, c'est-à-dire que les documents entièrement détruits par la pluie, on ne les prenait pas, mais en fait, on en a trouvé très très peu. Étonnamment, le papier et l'encre résistent très bien à l'eau. En tous les cas, on a pu expérimenter ça. Et donc, notre travail était vraiment en lien avec les éboueurs, était à la fois un travail d'archiviste, puisqu'on collectait des documents, et en même temps un travail d'entretien de ces mémoriaux. Et on conjuguait 2 objectifs contradictoires, prélever cette mémoire et en même temps permettre aux habitants de retrouver un cadre de vie moins oppressant, puisque
l'émotion, elle s'exprimait évidemment par beaucoup de gens, mais elle était aussi ressentie par les habitants d'une façon très douloureuse. Et le fait de voir ces amas de fleurs, de messages, etc., pendant de longues semaines, c'était quelque chose qui est aussi très oppressant, notamment pour les enfants, etc. Donc, avec cette méthode de l'entretien, à chaque fois, à chaque intervention, on réduisait un petit peu plus le périmètre du mémorial sur la voie publique et on le réinstallait de façon à ce qu'il soit plus joli à regarder, tout simplement, plus agréable. Enfin, voilà. Donc voilà comment le travail se faisait. Alors, après chaque intervention, avec une équipe d'agents volontaires, on ramenait les documents aux archives de Paris. On avait pris soin de les séparer en fonction de leur degré d'humidité. On séparait les documents complètement trempés, des documents un petit peu moins mouillés, des documents qui étaient secs, pour éviter de mouiller ceux qui étaient secs par ceux qui étaient trempés, bref. Et ensuite, on les a fait sécher d'une manière un peu artisanale, en les étalant dans toutes les salles qu'on pouvait utiliser aux archives de Paris. Parfois, on manquait un peu de place. Et puis, on les a ensuite désinfectés, parce que beaucoup présentaient des moisissures, etc. Et ensuite, on a fait un travail de classement très simple, vraiment très archivistique, hein. On a classé les documents par lieu de collecte, par lieu donc d'attentat, et par date de collecte, et ensuite par format. Donc avec un esprit très méthodique et très simple, puisque aucun autre classement n'était pertinent, dans le sens où un classement thématique, vous avez vu des exemples, avec Jérôme, je vous en montrerai tout de suite quelques-uns, aucun classement thématique n'était pertinent pour classer ces objets, ces matériaux. Évidemment, la numérisation, le besoin de numériser a été exprimé très vite, et la question, on nous l'a posée très, très rapidement. Donc, on a bénéficié du mécénat d'une entreprise de numérisation qui s'appelle Arcanum, et qui a, alors même qu'on leur demandait rien, hein, on leur a demandé un devis tout simplement, et la réponse a été on vous l'offre, on fait un mécénat. On a réussi d'ailleurs de façon très très rapide à faire une convention de mécénat en quelques semaines, parce qu'en général ça met des mois voire des années, et là tout d'un coup, dans ce qui montre que dans l'état d'urgence, excusez-moi le terme, on arrive parfois à débloquer des situations qui, dans d'autres circonstances, sont beaucoup plus compliquées. Voilà donc la numérisation. Tout ça, c'est fait en à peu près un an, un tout petit peu plus d'un an. Et donc, ces 8000 documents ramassés dans la rue sont rentrés aux archives et ont été numérisés et sont aujourd'hui en ligne sur le site des archives de Paris. Je vous les montrerai dans quelques instants. Ce que je peux dire sur ce corpus, après ce qu'a pu en dire Jérôme, c'est que... Je peux juste poser une question, ouais. Pardon. Est-ce qu'il y a eu d'autres lieux, je pense à des écoles ou à des choses comme ça où Oui. Alors, c'est un peu ce qui a suivi, c'est-à-dire qu'on a... au-delà de ce travail de collecte des documents, des hommages qui étaient dans la rue sur les lieux des attentats, on a également reçu de très nombreux dons d'archives privées. Il y a eu un mouvement assez spectaculaire, parce que c'est pas fréquent dans les archives, de gens qui nous ont spontanément donné des documents, des dessins parfois, énormément de photographies, notamment de photographies numériques, qui nous a de cette façon un petit peu permis de pallier la lacune de Charlie. Moi, à l'époque, en janvier 2015, j'étais pas aux archives de Paris, donc et il se trouve qu'il y avait c'est une période d'intérim, donc c'est pas toujours facile dans ces cas-là de réagir. Donc c'est ce qui expliquait aussi la lacune sur Charlie. Donc ces archives privées ont permis de compléter les choses. Et ce qu'on a également fait, c'est qu'on a écrit avec la directrice des affaires scolaires de la ville de Paris et le recteur de l'Académie de Paris, on a écrit à l'ensemble des établissements scolaires de la ville pour leur demander si ils avaient produit si leur classe avait produit des documents dans ce contexte-là, et s'ils voulaient bien les verser aux archives de Paris. Donc un certain nombre d'établissements, une petite vingtaine dans mon souvenir, a effectué ce travail. Ceux-là ne sont pas encore numérisés, mais ils vont l'être.
et ils seront également mis en ligne. Mais on en voit aussi beaucoup dans ceux qui étaient dans la rue. Donc cette collecte, voilà, elle est large, elle s'est ouverte à d'autres types de sources. Ce que je voulais vous dire, c'est donc la variété est vraiment assez spectaculaire. C'est-à-dire que, un peu comme Jérôme, dans les premiers temps, on se disait à quoi bon, on va retrouver des messages de condoléances stéréotypés, avec des messages à peu près tous identiques. Et en fait, non, pas du tout. Il y a une très grande variété dans l'expression, dans la longueur des textes. Certains sont très brefs, d'autres sont très longs. Une très grande variété dans les auteurs, beaucoup d'enfants, des adultes, toutes sortes de gens. À Paris, énormément de messages écrits par des étrangers de passage ou personnes appartenant à des communautés étrangères vivant à Paris. Ça, c'était aussi très, très marquant. Et des dessins de toutes sortes. Enfin, je vous montrerai des exemples. Et là encore, la question même s'était posée. Hein. Certains de mes collègues considéraient que pourquoi on s'embêtait avec ça? Ça, des documents qui n'avaient aucun intérêt. C'était pas des archives. Enfin, voilà, j'ai entendu des choses de toutes sortes dans ce registre-là. Évidemment, le rôle de l'archiviste, c'est pas du tout de juger ou d'évaluer la qualité de l'expression qui se trouve dans ces messages, mais c'est juste d'en prendre acte et surtout de la préserver. Et en fait, après, quand on la regarde, ben, dans ces messages, il y en a qui sont d'une très grande qualité, d'autres qui sont effectivement très stéréotypés. Et ce qu'on a pu remarquer, mais ça serait bien de pouvoir l'affiner avec les chercheurs, c'est qu'en fait, plus le temps passe, plus les messages nous paraissent stéréotypés. C'est-à-dire que les gens qui arrivent, qui déposent des messages dans les jours qui suivent les attentats ont une plus grande spontanéité, apparemment une plus grande, une émotion qui est à la mesure de la variété de leur expression. Et quand le temps passe, à la fin, on arrive même à l'extrême, qui est le tourisme macabre, qui sont les gens qui vont se photographier, faire des selfies devant la Statue de la République ou devant le Bataclan, et vont déposer un message « Je suis Paris » avec une tour Eiffel et un cœur. Et voilà. Donc, il faudrait qu'on arrive à le mesurer, ça, mais c'est assez... en tous les cas, la variété nous a vraiment surpris. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est les leçons que j'ai pu, enfin les faits qui m'ont marqué dans ce travail, ça a été une espèce de bouleversement de toutes nos façons de faire. C'est-à-dire qu'on était vraiment face à une accélération de l'histoire. On vivait un événement, les suites d'un événement majeur et traumatisant, et tout allait très vite et parfois s'inversait. Par exemple, le fait même qu'avant que la collecte ait commencé, avant même que les documents aient existé, on était déjà saisi par des chercheurs, ça c'est quelque chose qui ne se passe pas habituellement. D'autre part, ce lien avec les chercheurs, il s'est poursuivi tout au long de la collecte. La collecte a même été à un moment donné un objet d'étude des sociologues, puisqu'ils venaient nous regarder travailler et ils enquêtaient en même temps qu'on faisait ce travail-là. Donc voilà, cette espèce d'impression de mise en abîme comme ça qui était assez particulière. Le deuxième point, alors qui est complètement dans le sujet de cette journée, c'était l'émotion, évidemment. Puisque l'émotion était toujours présente. Alors, nous, archivistes, on avait cette espèce de volonté très forte liée à notre métier, hein, de mise à distance, de recul critique, de distance critique, qui fait qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour refouler cette émotion. Parce que de toute façon, on n'aurait pas pu travailler, il fallait travailler vite, il fallait être efficace, donc on ne pouvait pas pleurer et j'allais dire pleurnicher toute la journée en faisant ce travail-là. Mais après coup, l'émotion était quand même tout le temps présente. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'émotion était même la valeur du document. Ça m'était jamais arrivé dans ma carrière d'archiviste de considérer que la charge émotionnelle d'un document participe de sa valeur. Hein. En général, on collecte des documents parce qu'ils ont une valeur
historiques, ils ont une valeur patrimoniale, ils ont une valeur artistique, mais cette idée de la charge émotionnelle comme valeur qui justifie en elle-même cette conservation, c'était inédit, parce que on savait que les usages scientifiques allaient exister, mais les usages individuels, les usages mémoriels, les usages de recueillement, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on travaillait. Et la demande politique, elle portait aussi là-dessus. Donc voilà, ça c'était aussi quelque chose de très étonnant. Et puis troisième point, je terminerai là-dessus, c'est la fonction sociale du métier d'archiviste, dont les archivistes ne doutent pas, enfin la plupart d'entre eux, enfin j'espère en tous les cas qu'ils n'en doutent pas. Moi j'en ai jamais douté, mais je ne l'ai jamais ressenti à ce point-là. L'utilité du travail qu'on faisait, je ne l'ai jamais ressenti autant. Bien que c'était quand même dans notre travail à tous peu de temps. Enfin, c'est très peu de documents, c'est 8000 documents. En mètres linéaires, c'est à peine une dizaine de mètres linéaires. C'est absolument rien par rapport aux 68 km linéaires que conservent les archives de Paris. Donc, mais malgré tout, la force, enfin, la valeur de ces documents était telle que ce travail, on l'a vraiment ressenti comme très très utile pour la mémoire, pour la transmission, mais aussi utile pour l'apaisement des territoires blessés. C'est-à-dire que ce travail d'entretien, etc., qu'on a fait avec les éboueurs, ça aussi c'était tout à fait inédit, et d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue humain, c'était particulièrement intéressant et riche. On a travaillé avec les éboueurs, main dans la main, si j'ose dire, et ça, c'était tout à fait étonnant et très, très émouvant. Et donc, voilà, ce sentiment d'avoir été utile, qui a d'ailleurs été très bien relayé par la presse, et ce qui nous a conforté un peu dans l'utilité de ce travail. J'en termine là. Je voulais juste vous montrer donc le résultat sur notre site internet. Vous pourrez aller y aller quand vous voulez. Donc, hop. J'ai un peu de mal avec ce truc. Je ne repère pas là. Hop. Voilà, donc pareil. Donc vous voyez, là, ils apparaissent en mosaïque comme on veut, puis après, on fait des filtres comme on veut, par type par lieu. On va mettre le Bataclan, et puis, par exemple, on peut croiser avec un contenu. Alors, ce que je disais tout à l'heure à Jérôme, c'est que le cœur, c'est le... et puis, je vais mettre une tour Eiffel. Toc, et une colombe. Je suis sûr que ça va marcher. Et une colombe, voilà. Hop. Il n'y en a plus que 7. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, ça c'est typique. Hein. Voilà, vous avez je vais dire, la colombe, la tour Eiffel et le cœur, c'est vraiment le leitmotiv qu'on retrouve le plus. Vous pouvez aussi interroger sur les langues, c'est aussi intéressant parce qu'il y a beaucoup de documents écrits dans des langues étrangères. On ne les a pas traduits, mais on les a tous lus, parce qu'il y a une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'on n'a pas mis en ligne les quelques très rares documents qui portent des éléments d'incitation à la haine raciale. Il y en a vraiment, c'est quelques unités. Ceux-là, on ne les a évidemment pas mis en ligne. Ils restent accessibles sur les postes de consultation aux archives de Paris pour les chercheurs. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je réponds à vos questions avec Merci. plaisir. Donc on voit là, finalement qu'on a un matériau qui pourrait être tout à fait intéressant de regarder du point de vue du sociologue, mais peut-être aussi au point de vue pédagogique, ce qu'on pourrait... comment on pourrait faire travailler justement des classes et des élèves sur ces questions-là, à la fois de l'événement et puis de l'impact
de ces événements sur une société. Je sais qu'au moment de Charlie Hebdo, qui s'était réinstallé dans les locaux Libération, a reçu énormément de dessins, des dessins d'enfants. Il y a eu tout un travail qui a été fait aussi avec ces dessins. Donc je ne sais pas la pérennité de ces fonds et où ils sont d'ailleurs. Je sais que nous, on a accompagné une exposition qui était basée... Ils sont toujours là-bas, d'accord. Peut-être un jour passer aux archives de Paris. Alors, il y a un support pédagogique qui a été fait à partir de... Oui, je sais, puisqu'on a participé à la construction de cette exposition-là. Donc Benoît, du côté de l'école, du coup de l'impact, donc comme je disais au départ, par rapport aux émotions et comment l'école finalement a été impactée nécessairement par les attentats, mais est mobilisée quelque part pour retransmettre à la fois des valeurs, mais aussi des éléments de compréhension. Oui, bonjour, merci de ton invitation. Il y a plusieurs temporalités en fait dans l'impact sur l'école, et puis aussi plusieurs échelles. Soit on parle de la ministre, en l'occurrence du cabinet, de l'administration centrale ou des académies ou des établissements scolaires. On a des variations, même si évidemment la tonalité est globalement la même. Je voudrais faire un peu par jeu d'échelle temporelle, si j'ose dire. D'abord l'immédiat. Il y a deux sentiments, évidemment, la sidération, je ne vais pas y revenir, mais aussi très vite, et c'est le cas au cabinet de la ministre, tout de suite, un article de Sébastien Ledoux le mentionne après une enquête qu'il a faite auprès de 2-3 personnes, plusieurs conseillers et la ministre elle-même, c'est que l'école va être sollicitée très vite, le mercredi après-midi pour Charlie. Et pour Charlie Hebdo, tout de suite, l'idée, c'est que l'école va être sollicitée. Et on va lui demander des comptes. Quand il y a un problème dans la société, vous aurez remarqué qu'on sollicite toujours l'école en disant « mais qu'a fait l'école ?» D'autant que très vite, on va apprendre l'identité des tueurs et qu'on se rend compte que ce sont des gamins de l'école française, des gamins français, et que évidemment, se pose la question de savoir « mais comment ça se fait que l'école ait pu produire deux monstres ?» Il y a deux exemples de ça que je voudrais citer, parce qu'il y en a un qui est en ligne, je vous y renvoie. Il se trouve que le lendemain ou 2 jours plus tard, c'est le départ à la retraite de Philippe Mérieux. Alors ça a l'air anecdotique, mais du coup il avait invité plusieurs personnes, et Éric Favé, président de la Ligue de l'enseignement, fait un discours qu'il n'avait pas du tout prévu, puisqu'il voulait rendre hommage à Philippe Mérieux. Il fait un discours absolument saisissant, que je vous conseille de regarder, où il dit que inévitablement l'école va être sollicitée et que l'école ne peut pas faire comme si ça ne la concernait pas. Donc il y a ce sentiment à la fois de tristesse, de sidération, d'abattement, de tout ce que vous voulez, et en même temps, face à certaines accusations. Et d'ailleurs, remarquez bien les débats qui arrivent tout de suite sur le fait que, de toute façon, l'école ne crée plus l'identité nationale, on n'arrive plus à enseigner l'histoire, on n'arrive plus à intégrer les enfants issus de l'immigration, etc., etc. Il y a cette espèce de sentiment de culpabilité, ou disons de faire en sorte d'éviter la culpabilité des enseignants. Et puis, émotion contradictoire aussi, parce un des premiers impacts, c'est sur prescription du président de la République de l'époque, de faire une minute de silence dans les classes. Et je parle pour Charlie, et je distingue dans l'école l'impact des deux attentats de 2015, ce ne sont pas les mêmes impacts. Et sur la minute de silence de 2015, enfin de janvier 2015, qui vient de la présidence de la République, la ministre croit utile de tout de suite mettre un texte parallèle à l'injonction de faire une minute de silence le jeudi matin, jeudi à midi. Elle incite, par une sorte de note interne diffusée à l'ensemble des académies, elle incite à engager le dialogue et à écouter la parole des autres, et notamment des élèves, parce qu'elle suppose, et le cabinet avec elle suppose que ça ne sera peut-être pas unanime. Ce qui est en soi intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a cette espèce d'idée de tout de suite de se protéger des attaques qu'on pourrait et faire en sorte d'éviter les problèmes. Et vous savez les débats qu'il y a eu sur la minute de silence, on pourra y revenir si vous voulez. Des impacts différés, c'est que très vite le ministère va se mettre en charge de faire une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, qui va être annoncé le 22 janvier, ce qui est là encore un temps record. D'habitude, quand on prévoit un plan, on met 6 mois, 1 an à le concevoir. Là, il a été fait en 10 jours et tous les services du ministère ont été concernés. Un plan de formation, un plan de remobilisation des cadres, un plan de remobilisation des formateurs, un plan de remobilisation des enseignants. Et vous voyez que ce n'est pas tant les élèves qui sont concernés, là, ce sont les enseignants. Comme si l'institution avait manqué quelque chose. Et c'est le sentiment qui émerge très vite, c'est
nous avons manqué quelque chose. Nous avons fait de l'éducation civique et en fait, ça ne sert à rien. Parce que nous sommes confrontés à deux émotions contradictoires. La peine des attentats, et la ministre, en l'occurrence, et au cabinet, des gens connaissaient personnellement et étaient amis proches de ceux qui sont morts Charlie Hebdo. Mais il y a aussi le sentiment qu'on est dans une situation où, à l'école, il va falloir rendre des comptes parce qu'on a fait de l'éducation civique et ça ne sert à rien. Enfin, parce que la minute de silence a révélé des propos d'élèves auxquels que l'on imaginait bien, mais qu'on a eu du mal à entendre. Et pour les émotions, très concrètement, dans les établissements scolaires, ça a donné des situations très complexes, hein, où les enseignants étaient en larmes et les élèves hilares, mais ponctuellement. Hein, c'était pas non plus l'ensemble des banlieues qui riaient. Il y a une espèce d'exagération insupportable. Mais je vous renvoie au dernier livre de Fabien Truon, qui, de ce point de vue-là, est remarquable. Et puis, un pacte différé, c'est les fameux PPMS, hein, plan de protection et de mise en sûreté des élèves. Alors, je voudrais citer cet exemple parce qu'il y a eu un truc incident, c'est que le mercredi après-midi de Charlie, j'ai reçu, pour ma part, je suis chercheur et prof, hein, formateur, et j'ai reçu un appel du ministère qui me demandait de rejoindre le ministère pour m'occuper de tout ça. Il faudrait que je reprenne, je n'ai pas enregistré la conversation, mais est-ce que tu viendrais nous voir et travailler avec nous pour s'occuper de tout ça? Donc, derrière le tout ça, il y avait mes travaux anciens sur les enfants issus de l'immigration à l'école, la question des sujets sensibles de l'histoire et tout. Et donc j'ai assisté en direct en tant qu'acteur, mais évidemment avec un peu le recul toujours du chercheur qui sommeille en moi, à des réunions saisissantes. Et je voudrais citer celle, heureusement, elle n'est pas parue telle quelle dans la presse, c'était la réunion des recteurs de fin août, peut-être 18 ou 19 août 2016, où la ministre a réuni l'ensemble des recteurs, mais aussi le ministère de l'Intérieur, mais aussi le ministère des Armées, et pour évoquer la question. Pourquoi ? Parce qu'on était après Nice, et que la vraie menace, qui d'ailleurs existe encore, je préfère le dire très simplement, sans vouloir exagérer les choses, la vraie menace, c'était l'attaque d'une école. Et je me souviens très bien de cette réunion où on a donné d'abord la parole, après évidemment la ministre, on a donné la parole au ministère des Armées. Et on a eu un général absolument remarquable, de précision, d'efficacité, qui a dit, bon, écoutez, on va démarrer, prenons le cas d'une école maternelle. Et là, tout d'un coup, il y a eu une sorte de flottement dans l'assistance, c'est-à-dire qu'on a, comme si tout d'un coup, tout le monde, qui savait que ça pouvait arriver, réalisait que l'armée, de toute façon, était déjà prête. C'est-à-dire que ce sentiment de sidération initiale a été renforcé dans l'institution scolaire au plus haut niveau par des sentiments d'inquiétude et d'angoisse. Et je le dis sans révéler quoi que ce soit, j'ai vu des hauts cadres de l'éducation nationale s'écrouler littéralement sur leur fauteuil, au bord des larmes ou en larmes, comme ça, au mois d'août 2016, en se disant « Et si ça tombe sur mon académie ? Et moi, en tant qu'au poste, au ministère, comment on va faire ? Comment on va réagir ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Une sorte de catastrophe à venir. Et puis, sur le temps long, il y a des sentiments plus liés à la pratique pédagogique. Et là, je voudrais signaler une chose qui est passée un peu inaperçue, mais comme j'en étais un peu responsable, je préfère le dire. Il y a eu une inflexion de la notion de laïcité. C'est-à-dire qu'on sent que ça a travaillé les consciences. D'abord, on s'est rendu compte que les inspecteurs pédagogiques régionaux, les IEN, les DAZEN, enfin, je vous fais toute la hiérarchie de l'éducation nationale, en fait, étaient eux-mêmes pas très au point sur ces questions-là. Et qu'il a fallu, avant même de demander des comptes aux élèves sur la laïcité, il fallait quand même que l'institution se pose des questions sur est-ce que vous êtes d'accord entre vous ? Je peux vous citer des réunions où on était 16 autour d'une table sur un cas précis d'élève qui a fait ça et comment l'école doit réagir. Et en fait, il y avait 16 avis différents. Donc, cette espèce de travail de fond qui a été entrepris est une conséquence des attentats. Et tout ça dans cette espèce d'émotion permanente qui a subsisté. Ce qui rejoint un peu le travail sur les archives, et j'ai été très sensible à ce que vous avez dit. Intensification aussi des réflexions autour des élèves et de leur devenir. Que vont devenir les élèves ? Et si on manquait un Koulibaly futur ? Et si on manquait un Kouachi ? C'est-à-dire que comment faire ? Il se trouve que sur la question du devenir des élèves, tout d'un coup, on s'est intéressé un peu à la sociologie.
Et en soi, dans l'éducation nationale, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'y compris des cadres se sont mis à lire un peu de sociologie, c'est-à-dire à essayer de se dire peut-être qu'il faudrait être dans un rapport plus complexe. Hein. Du coup, ça repose la question de la norme, de l'autorité, de quelle attitude. Et le ministère, et là, deuxième inflexion, c'est les attentats du Bataclan et de Paris le 13 novembre, c'est que si vous regardez bien, si vous faites la différence entre ce qui a été annoncé par le ministère le lendemain de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher et le lendemain du Bataclan, ce sont deux textes radicalement différents. Injonction à la minute de silence, tout simplement parce que le ministère relayait la parole présidentielle. Mais en novembre, il y a eu un tel travail dans les consciences qui a été fait qu'en novembre, je me souviens très bien, on a fait ça le week-end, on a fait ça le samedi, hein, très concrètement, et c'était dialogue. Écoutons la parole des élèves. Nous ne sommes pas dans l'injonction, nous sommes au contraire au service des élèves, nous sommes au service de l'éducation, et ça a changé radicalement les choses. Et d'ailleurs, ça a été parmi les pages du ministère les plus regardées. Et puis dernièrement, il y a la question, enfin, derrière, dans le long terme, il y a l'engagement renforcé des enseignants, mais je vais y revenir tout de suite pour finir. Alors, comment on travaille avec les élèves la question des émotions, parce que finalement, c'est un peu ta question sur... Alors, allez, la ressource merci, parce que la ressource des archives, pour nous, ça va être très précieux, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a d'une part l'idée de dialogue. Je voudrais y revenir parce qu'il est insupportable pour les collègues, et je pense que vous l'avez vécu, c'est-à-dire qu'il est insupportable au lendemain de Charlie ou de l'Hypercacher d'entendre des propos antisémites en classe. C'est insupportable. C'est insupportable d'entendre le fait que c'est bien fait pour eux. Voilà. Et je le dis, c'est pas mon jugement, hein, je fais un constat global. Et on voit bien comment il y a... et en même temps, ceux qui réussissent à maintenir... Il y a par exemple des collègues dans des quartiers difficiles qui n'ont pas voulu faire la minute de silence et qui ont dit on va prendre le temps. Et je pense à un lycée professionnel a arrêté les cours pendant une semaine. Et ils ont discuté. Ils se sont engueulés entre profs. Parce qu'il n'y avait pas d'unanimité entre profs. Même si une émotion pouvait être commune, il n'y avait pas d'unanimité. Et puis, entre élèves, et les élèves entre profs. Et finalement, dans ces établissements-là, ça a créé du commun. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça a créé la possibilité de discuter ensemble, sans hiérarchie prof-élève, mais dans une sorte de réflexion commune. Et certains établissements ont pu faire la minute de silence une semaine plus tard. Et ceux qui étaient plutôt pas Charlie se tenaient à l'écart, tranquillement, et en même temps respectés, parce que des choses avaient pu être dites, des choses avaient pu être construites. Deuxième élément du travail qu'on peut faire, il se trouve que parallèlement, en 2015, on publie au ministère les programmes d'enseignement moral et civique, qui est une sorte de révolution éducative. Je ne vais pas vous faire, rassurez-vous, un exposé didactique là-dessus. C'est comme si on faisait du Célestin freiné dans les classes maintenant pour tout le monde. Voilà. Ce qui en soi est une révolution. Et on part, premier thème qui est abordé, c'est la sensibilité. Donc ça tombe bien. Dire les émotions. Comment l'école aurait pu interdire à des élèves de parler, si jamais le premier thème de l'éducation civique, c'est dire les émotions. Donc voilà. Et toute cette logique... cette inflexion du ministère qui a été portée vers la parole, ça ne veut pas dire de tout tolérer, hein. Attention, qu'on soit bien clair. C'est simplement pouvoir écouter. Si un élève ne dit pas et garde ça pour lui, c'est peut-être pire que tout. Tandis que là, tout d'un coup, on a des espaces de dialogue, ça s'appelle l'espace démocratique par ailleurs, je vous renvoie à Bermas, mais bon, c'est autre chose. Communauté éducative rassurante aussi, parce que dans l'angoisse, par exemple, de l'après Bataclan, du 13 novembre, il y a eu une angoisse très forte, avec une montée en flèche, vous le savez, chez les élèves de consultation psychologique. Et on a là une communauté, dans l'expérience redoublée, j'allais dire, des deux attentats, il y a eu quelque chose qui s'est installé entre les enseignants et les élèves, notamment à travers le journal de classe, à travers une exposition, à travers toutes les traces que vous avez pu montrer, qui ont été très nombreuses dans les établissements. Je suis musulmane, mais je ne suis pas terroriste. Des murs d'expression qui ont été faits à l'initiative spontanée des élèves, ou des murs d'expression sollicités par les chefs d'établissement, eux-mêmes totalement dévastés. Et on a eu là quelque chose qui pouvait ressembler à une fraternité de communauté éducative. L'émotion enseignante, c'est la vraie question, et je termine là-dessus. L'émotion enseignante, c'est la vraie question, parce que elle est liée au ce qu'on appelle
les questions socialement vives, hein, tous les enseignements qui tournent autour des questions. Dès lors qu'il est question si vous faites la Shoah en classe et que vous devez raconter l'extermination des nourrissons, évidemment, vous êtes là dans une question socialement vive parce que vous êtes là dans un... Bon, il y a deux choses plusieurs attitudes qu'on a pu observer et que je vous restitue très fondamentalement. D'abord, l'effondrement et la sidération, et une sorte de démoralisation qui, à mon avis, n'est pas encore terminée chez beaucoup de collègues, de fait de se dire, mais à quoi sert l'école en fait? On est dans un monde chaotique, insupportable, à tout moment ça peut arriver. À quoi servons-nous? Et cette question de fond, elle est à mon avis la plus inquiétante. C'est vraiment le sentiment qui traverse bon nombre de collègues sans qu'ils le disent. Parce qu'on ne peut pas arriver en classe en disant « je ne sers à rien » et dire à ses collègues « je ne sers à rien » et dire à son inspecteur « je ne sers à rien » parce qu'évidemment, on se met dans une situation un peu embarrassante, et même à ses propres yeux. Deuxième attitude, c'est le surinvestissement professionnel. C'est pas du tout négatif dans mon esprit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va analyser les événements, on va analyser toutes les caricatures de Charlie Hebdo. On va prendre même Ciné Hebdo, c'est-à-dire qu'on va tout faire. Et on va montrer qu'on peut parler de tout en classe. Et on va lancer des débats citoyens, des initiatives pédagogiques. Il se trouve qu'en 2 ans, et je ne le dis pas sans émotion, j'ai reçu des témoignages de pratiques pédagogiques, mais sidérantes, mais dans un autre sens. C'est-à-dire d'une qualité, d'une profondeur, vous aurez remarqué que la presse n'en a jamais parlé. Et pour moi, c'est un scandale absolu. C'est-à-dire que ça témoigne de l'état de notre société. Et vu l'investissement des élèves, mais partout, nous avons remis le prix Jean Zay de la laïcité avec la ministre et l'association des Amis de Jean Zay. Les lauréats, c'était Belfort, Vénissieux, des gamins qui ont fait un boulot mais extraordinaire. Est-ce qu'on entend ces enfants-là dans les médias quand il y en a un qui conteste l'enseignement de la Shoah, là, ça fait les gros titres du Parisien libéré. Mais est-ce qu'on a vu ces gamins-là dans la presse? Jamais. Or, ça existe. C'est pas ça existe, c'est le fond de l'école aujourd'hui. Et cet investissement est relayé par les enseignants qui sont dans un rapport extrêmement fort avec leur discipline. Je pense évidemment principalement aux historiens-géographes, mais aussi aux philosophes. Je pense à cette collègue de Montrouge qui était confinée le jour de la mort de cette policière municipale. Toutes les écoles ont été confinées. Le lundi matin, après l'hypercachère et comment on appelle ça, le meurtre, l'arrestation des frères Kouachi dans l'imprimerie, le lundi matin, elle arrive en classe et elle décide de tout filmer. Et elle a maintenu sa caméra ouverte pendant à peu près 3 mois, 4 mois, et dès qu'il était question d'éducation civique. Et là, on a tous les élèves qui disent tout. C'est une pièce historique que j'avais proposée à l'époque à Canopé, mais Canopé n'en a jamais voulu. C'est ce que je trouve dommage, mais peut-être qu'on y reviendra. Non, c'est dommage parce qu'on a une trace, là pour le coup, alors on peut le verser aux archives, hein, c'est-à-dire que là, il y a une trace extraordinaire c'est avec des CP. Et figurez-vous une chose étonnante, les CP réfléchissent. Et en plus, ils disent des choses extraordinaires. Et il se trouve qu'il y a un des gamins qui dit « je suis Kouachi ». Et on voit l'évolution de ce gamin. Et aujourd'hui, ce gamin est sauvé. Troisième, je ne blague pas en plus, hein. Troisième attitude observée, c'est l'évitement. La pression est tellement forte dans l'après-attentat que je vais vous donner 2 exemples. Ce professeur de physique-chimie qui, le jeudi matin, d'après Charlie, prend ses élèves à 8 heures et les élèves disent « est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé hier ?» Et le prof de physique-chimie dit « non, vous verrez ça avec votre prof d'histoire-géographie. » Pendant 2 heures, il y a eu un cours de physique-chimie. Bon, mais ça, je peux vous en citer 100, 200, 300, hein. C'est une anecdote, mais c'est pour vous montrer. C'est une stratégie d'évitement. Je ne juge pas le collègue, je dis ce qui existe. Deuxième, c'est les attentats du 13 novembre. Le samedi matin, les élèves arrivent dans la cour. Il se trouve que dans cet établissement, il y avait eu quelques « je ne suis pas Charlie ».
et les élèves, unanimement, décident de faire 1 minute de silence. Pas de proviseur. Exceptionnellement, il n'est pas là le matin. Les profs courent dans les bureaux administratifs, vont chercher le proviseur. C'est en banlieue parisienne. Monsieur le proviseur, vous êtes là? Il l'appelle sur son portable, personne ne répond. On se rend compte que sa porte est fermée, la porte de son bureau. En fait, il est à l'intérieur, il s'est barricadé. Et il crie depuis la porte, pas de minute de silence. Les profs retournent dans la cour, les élèves, qu'est-ce qu'on fait? Les élèves disent, de toute façon, on le fait. Ils commencent à installer un grand mur de parole avec des fleurs, tout ce qu'on voulait. Et la minute, avec les mêmes qui pouvaient avoir dit « je ne suis pas Charlie », ça s'entend, ça, quand même, dans l'éducation. On peut entendre « je ne suis pas Charlie ». Pardon, hein, je représente l'institution, mais on peut l'entendre, parce que sinon, on n'est pas un espace éducatif. Les élèves tiennent non pas 1 minute, mais 3 minutes dans un silence de mort. L'émotion des collègues, je ne vous la décris pas, l'émotion des professeurs, qui sont stupéfaits par la maturité des élèves, qui d'eux-mêmes organisent des débats le lundi, le mardi, le mercredi, et le proviseur ne sort de son bureau, symboliquement, que 15 jours plus tard, enfin juste avant les congés. On ne l'avait plus vu, il était très pris au rectorat, sans doute, à cette époque. Voilà. Donc tout ça pour dire, et je termine là-dessus, que pour les enseignants, dans ces 3 stratégies, en fait, évitement, effondrement, surinvestissement professionnel, il y a quelque chose qui s'est créé au sein de l'éducation nationale, et je ne sais pas combien de temps ça va durer, et j'y suis assez sensible, c'est le fait de redéfinir un enseignement moral et civique, le fait de redéfinir ce qu'est réellement la laïcité, et pas celle qu'on veut nous vendre dans les débats publics, ou certains hommes politiques, ça a redessiné une fraternité enseignante, une fraternité au sein de la hiérarchie. Par exemple, le fait qu'on puisse être inspecteur et directrice d'école maternelle et se parler en se tutoyant très simplement parce qu'on est exactement sur la même longueur d'onde. Et tout ça, les lignes ont bougé, si vous voulez, à l'intérieur. Et là, il s'est passé quelque chose, et évidemment, j'espère que ça va durer. Merci beaucoup, merci à tous les 3. On va passer